Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour commenter l'actu du PSG de façon pêle-mêle. De toute façon, ces derniers temps, il y a tous les jours un truc à dire avec ce club. On va revenir sur le papier du journal L'Équipe sorti ce week-end sur les envies de départ de Marco Verratti, les infos qui ont lié Mourinho au PSG hier soir après le match à 3, mais j'aimerais commencer par la surprise du jour, l'image de Messi au camp des loges partagée par le PSG sur ses réseaux sociaux ce matin, provoquant de la surprise, de l'étonnement, voire de l'agacement chez certains supporters qui sont tombés dans le panneau du traitement médiatique de cette affaire. Je m'explique. Les médias ont tourné la chose en 2 semaines de suspension prise par le PSG envers Lionel Messi. Mais en réalité, le club n'a jamais communiqué de son plein gré de manière officielle sur cette histoire. Ils ont juste confirmé une procédure disciplinaire qui pouvait prendre jusqu'à 15 jours à l'encontre de Lionel Messi auprès de l'AFP, l'agence France Presse. Il y a eu évidemment les excuses de Lionel Messi et visiblement cette procédure disciplinaire est terminée. C'est terminé hier soir parce que les parties se sont rapprochées vis-à-vis de l'initiative, parce que c'est pas le club qui l'a demandé, cette vidéo de Messi. C'était vendredi soir, je crois. Donc, évidemment, de mon côté, pas d'étonnement. Je suis même content que cette histoire soit terminée. Et si on parle objectivement, 15 jours, si on était allé au bout, ça aurait fait trop. Je l'ai dit en vidéo il y a 2 jours. Pour moi, il fallait le sauter du match contre 3, lui retenir son salaire sur une semaine, pas d'entraînement, ok, pas de problème. Mais 15 jours, bon, ça commençait à faire un petit peu démagogique, style je saute sur l'occasion pour me rattraper de toutes les autres fois où je n'ai pas agi comme un club de foot envers les Verratti, Neymar, Mbappé, Cavani, Lavezzi, bref. Il y a un nombre immense d'affaires documentées sur ce club. Donc évidemment, de mon côté, pas de surprise. Je suis évidemment content de le voir reprendre l'entraînement. Et il y a des conclusions à tirer sur lesquelles j'aimerais revenir. Parce que, bien évidemment, là, vous l'avez vu, les médias nous ont dit 2 semaines de suspension alors que ce n'était pas ça. Il y a Jérôme Rotten, alors lui c'est celui qui a fait le plus parler, hein, qui parlait d'une procédure de licenciement au bout donc de cette procédure des 15 jours. Au final, Messi il devrait être disponible samedi contre Ajaccio. Il s'est bien fait humilier Rotten, mais de l'autre côté, son émission en prime time tous les soirs, pour qu'elle marche, il faut des avis tranchés. Et je crois qu'on a eu le paroxysme l'autre jour quand il y a eu le débat avec Emmanuel Petit, voilà, qui est sans demi-mesure, sans nuance, sans rien du tout. Donc, bon, ça étonne personne. On a Riolo qui a sauté sur l'occasion ce matin en disant ça y est, Messi déjà de retour, style le PSG s'est plié, n'est en fait pas une grande institution. Bon bref, tous ces discours démagogiques qui polluent l'environnement médiatique français. Et aussi dans cette affaire, j'aimerais souligner Fabrizio Romano. Bon, tout le monde le connaît évidemment, ces 2 dernières années il est en vogue pour ses tapines, on va pas se mentir, la plupart du temps, il fait que confirmer des exclusivités d'autres médias. Mais cette histoire m'a confirmé quelque chose que je pensais ces derniers temps. C'est pas quelqu'un que je suis ardemment, par exemple je le suis pas sur Twitter, je le vois quand il est relayé par les comptes de l'actu PSG, c'est pas quelqu'un comme Loïc Tanzi que voilà je suis vraiment, mais je me disais, est-ce que c'est pas le porte-parole des entourages des joueurs? Et cette histoire, elle m'a vraiment confirmé ce que je pensais. C'est vraiment le porte-parole, ses sources, c'est les entourages, les agents, et j'ai l'impression que voilà, il est plus de ce côté-là plutôt que des clubs. Avec sur cette histoire, j'ai quelques exemples à vous donner. Déjà, il a dit que le PSG a changé ses plans quand Lionel Messi était dans l'avion pour l'Arabie Saoudite. Si ça, c'est pas une source proche de Messi qui l'a sorti, je comprends plus rien. Évidemment que du côté du PSG, on disait que avant le match contre Lorient, on savait que s'il y avait défaite, l'entraînement c'était le lendemain et il n'y avait pas 2 jours de repos en plus. Donc ça, évidemment, c'est pour prendre la défense de Lionel Messi. Et ensuite, le plus gros, c'est qu'il a sorti, Romano, que le père de Messi a annoncé la non-prolongation il y a 1 mois au PSG en raison du projet que Messi trouve pas bon. Ça, je pense que c'est vraiment démagogique parce qu'en plus, aujourd'hui, en réalité, la piste la plus avancée qui a fait une offre, c'est Al Hilal en Arabie Saoudite, qui carrément veulent ramener Marco Verratti, Sergio Busquets, Jordi Alba pour le convaincre de venir, en plus des 400 millions par an. Le Barça fait tout pour le faire revenir, est la priorité du joueur, mais ça ne fait pas tout. En Espagne, il y a un fair play financier qui est très très dur et qui n'a pas encore donné son accord.
Donc pour moi, enfin franchement, c'est une info qui me paraît absolument démagogique parce que je suis persuadé que cette histoire et la vidéo d'excuses de Messi va dans mon sens. Le fait qu'il soit de retour dès aujourd'hui à l'entraînement aussi. Je pense que lui, malgré tous les sifflets, l'environnement autour du parc, les supporters qui le sifflent et tout ça, la direction de Luis Campos qui, je pense, ne veut plus de lui, Messi, il sait très bien que l'émir du Qatar, il veut pas le voir partir en Arabie Saoudite. Et qu'il a un lien direct avec lui pour négocier sa prolongation. Messi voulait se garder jusqu'au bout, le PSG en route secours, si le Barça n'a pas l'accord du fair play financier. Je dis pas que le Barça va pas l'avoir, parce que j'ai pas d'informations et aujourd'hui c'est assez flou. Tout ce qu'on sait, c'est que de ce qui sort dans les médias, la piste la plus probable, la plus avancée, c'est l'Arabie Saoudite. Et évidemment que Messi préfère rester au PSG que d'aller là-bas. Donc cette histoire, même s'il a été protégé, son image et tout ça à l'international, comme je le disais, c'est le PSG qui a le plus pris les critiques par rapport à cette sanction, bah Messi, évidemment que lui, il n'a pas envie de finir là-bas. Et il voulait nous garder sous la main pour la prolongation qu'il aurait eue avec son rapport privilégié avec l'émir. Parce que Luis Campos, allez, je veux bien lui donner tous les torts sur cette dernière année, mais je pense que c'est un des premiers au club qui ne veut pas sa prolongation. À la limite, Galtier, touriste admirateur de Lionel Messi, peut-être qu'il aurait plaidé en la faveur d'une prolongue. Et même Nasser, en fait. Même Nasser, je me demande s'il la voulait vraiment. Donc voilà, tout ça pour dire que Romano est un pantin des entourages des joueurs. Alors, selon Loïc Tanzi, Messi sera bien disponible contre Ajaccio ce week-end. Bon, évidemment, la question de la titularisation, elle se pose pas. Hein. Il le sera s'il l'est, parce qu'en plus, au vu du nombre de kilomètres extraordinaires qu'il avale à chaque match, forcément, il n'a pas besoin de préparation pour démarrer un match de Ligue 1, Lionel Messi. Hein, voilà, il court 5-6 km. Bon, c'est pas une semaine sans entraînement qui va le mettre en dedans physiquement. Surtout que dès demain, il reprend l'entraînement collectif. Bon voilà, affaire classée. Ça y est les amis, on n'en parlera plus. On en a fait du coup 3 vidéos avec celle-là. Maintenant c'est terminé, on n'en parlera plus. Peut-être quand on fera le bilan de l'aventure Messi au PSG quand il aura signé dans son futur club, s'il ne prolonge pas ici. Mais pour l'instant, on passe au terrain à autre chose. Verratti. Alors l'équipe a fait un papier, c'était samedi je crois, sur ses interrogations quant à son avenir, parce que cette semaine, il a été mis en porte-à-faux. Hein. Il y a eu l'information des 4 kilos en trop à son retour de la Coupe du Monde. Une info qui disait que Luis Campos en avait après lui, a été proche de le sanctionner par moment cette saison, a même décidé de le prolonger avec un contrat rémunération liée au nombre de matchs joués parce qu'il a plus trop confiance en lui. Il y a eu Roten aussi qui a dit encore dans son émission qu'il a échangé avec un cadre du PSG qui est là depuis plus de 10 ans. Le seul, c'est Marco Verratti qui est là depuis 11 ans. Bon bref, vous avez vu là cette histoire un peu bizarre. Donc je pense que Verratti a voulu remettre les pendules à l'heure, sans parler lui-même, mais en utilisant le journal L'Équipe, parce que ce papier est très clairement orienté Verratti. C'est des sources entourage du joueur, typiquement, qui sont derrière cette manœuvre. Alors qu'est-ce qu'on apprend ? Qu'il regretterait l'époque Zlatan, où il y avait plus d'autorité dans le vestiaire, moins de laxisme comme cette saison. L'Inter, la Juve pourraient être intéressés, mais ils n'ont pas les moyens. Hein. Je rappelle qu'il a quand même un salaire de plus de 12 millions par an. Sur les grilles salariales de ce genre de club, plus l'Inter que la Juve, ça pète tout en fait. Ça pète tout. L'Inter, je crois qu'il ne donne pas plus de 7-8 millions grand maximum en salaire en fait, même à ses joueurs les plus influents. Barella, je crois, quand il a prolongé, je crois qu'aujourd'hui, il est à 5 millions. Enfin, Barella. Joueur phare quand même de l'Inter, avec qui ils ont remporté la Serie A il y a 2 ans. Voilà. Lukaku, je crois que Chelsea prend une partie de son gros salaire de 10 millions, donc il paye même pas le salaire en entier, l'Inter. Donc voilà. Carlo Ancelotti au Real, bon, déjà pas sûr que Carlo Ancelotti soit là-bas l'année prochaine. Et puis ils ont signé Bellingham, moi j'y crois pas vraiment à cette rumeur. Mohamed Bouafsi est sorti de sa grotte, alors lui il a quitté le monde du foot, il fait sa story tous les soirs sur C'est à vous là sur France 5, mais il a dit que dès qu'il avait des informations au niveau foot, il en donnerait. Alors, c'est un grand supporter de l'OM, donc cet hiver, il n'en a pas trop donné sur le PSG, c'était plus par rapport au grand attaquant Vitinha et tout ça. Mais là, il nous a dit que Al Hilal veut convaincre Verratti de venir pour
convaincre, effet domino, Messi, voilà. Mais que Verratti n'est pas intéressé pour l'instant, c'est normal, hein, il est quand même encore un peu jeune pour ce genre de destination qui te rince bien, mais pour l'instant, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Premier point, l'épisode 2017, rappelez-vous, c'est la première fois où Verratti veut partir du PSG, veut le Barça, et au final se retrouve à faire sa vidéo après un entraînement au camp des loges pour s'excuser, est cadenassé par les Qataris Nasser, et même change d'agent, je crois. Donc globalement, avec cet été, c'est les 2 épisodes de départ. En 2017, il demande à partir après le fameux mercato Krikoviak, Ben Arfa, Ressé, Meunier. Là, il demande à partir après le mercato Soler, Vitinha, Ruiz, Sanchez et Kitike. Pour moi, il y a un lien. Je pense que vraiment, j'ose pas imaginer la manière dont l'effectif a régressé par rapport à l'année dernière pour que Verratti se lasse du PSG. Parce qu'on peut me parler de l'environnement médiatique, mais en réalité, l'environnement médiatique a toujours été un peu comme ça autour de lui. La cabale de Riolo, elle date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Riolo est plus devenu une star qu'un journaliste, mais quand il était encore un journaliste, il avait déjà peu d'objectivité sur Verratti et en faisait déjà un grand combat personnel en fait, contre l'humain plus que le joueur. Donc vraiment qu'il se lasse de l'environnement PSG, ça doit vraiment traduire l'état de cet effectif aujourd'hui. Bon, ce qui me saoule dans ce truc-là, dans ce papier, c'est qu'on nous dit qu'il regrette l'époque Zlatan avec de l'autorité. Et mon garçon, t'as 31 ans aujourd'hui. 31 ans, on t'appelle le petit hibou, comme quand t'es arrivé là, quand t'avais 18-20 ans. À un moment donné, évolue en fait. C'est à toi de le prendre le leadership dans ce vestiaire. Et c'est là où j'en veux le plus à Verratti. Pas sur son niveau de jeu, même pas sur ces histoires d'hygiène de vie, parce que pour moi, c'est la faute à la direction de ne pas avoir imposé le cadre avec suffisamment d'autorité, de rigueur, mis suffisamment de joueurs dans cet effectif, comme Sergio Ramos aujourd'hui par exemple, qui pousse les autres au professionnalisme. Mais Verratti, franchement, là-dessus, t'es là depuis 11 ans. À un moment donné, quand tu donnes tes interviews, tu continues à dire match plutôt que match. Bon, prends du leadership. C'est ça qui me gêne le plus avec lui. Maintenant, sur son niveau de jeu, alors bien sûr, Laurent Blanc l'a répété sur Prime Video il y a quelques temps, c'est évident, il n'a pas toujours fait le nécessaire dans son hygiène de vie au quotidien. Mais comme je l'ai dit, la faute à la direction, qui n'a pas mis de cadre depuis belle lurette. Je pense que Verratti, c'est typiquement le genre de joueur qui a un lien direct avec Nasser et qui, du coup, dès qu'il a un problème, l'appelle directement, plutôt que de passer par son entraîneur ou sa direction sportive, comme dans tout club normal. Voilà, tout simplement. Et puis, bien sûr, pour moi, au-delà du cadre, c'est une question d'homme. Je suis désolé, c'est un discours bateau que je vais répéter, mais je fais partie des gens qui pensent que Marco Verratti, le problème, c'est qu'il n'est pas bien entouré depuis plein d'années, en fait. Voilà. Alors, il y a la question de la classe mondiale, mais on va nuancer cette question un petit peu plus tard. Quand tu es entouré de bons joueurs, c'est un cercle vertueux. Sur le terrain, tu crées des complémentarités, tu n'as plus à jouer pour 3, à jouer dans toutes les zones du terrain. Voilà. À l'entraînement tous les jours, ce genre de joueur te pousse. Techniquement, je ne suis pas sûr que ce soit Carlos Soler et Vitinha qui poussent Verratti à progresser et à vraiment péter le plafond de verre. Je ne suis pas sûr qu'il s'éclate à échanger avec ce genre de joueur. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est très proche de Messi, limite à en être caricatural dans leurs relations techniques sur le terrain. À l'entraînement, évidemment, tu bosses mieux quand tu as ce genre de joueur. Et Verratti ne l'a jamais eu. Toujours des joueurs moyens, recrutés 40-50 millions, avec un contexte un petit peu bizarre, comme Leandro Paredes, fin de mercato hivernal, Antero qui va à Saint-Pétersbourg sur un deal où il rince un petit peu ses copains, plus que prendre un joueur qui colle avec cette équipe, cette identité, parce que cette équipe, elle est très particulière, parce que, en réalité, si on veut dire un autre fait, et j'ai pas peur de le dire, Dortmund, match retour, Atalanta, Leipzig, Bayern, finale, même s'il rentre. Quart de finale en 2021, aller-retour. Quel est le dénominateur commun de tous ces matchs ? Ce sont des victoires. Ce sont des matchs références du PSG sous QSI qui se sont faits sans Marco Verratti. T'es allé en finale de Ligue des Champions sans lui. Alors, vous me direz, ça c'est quelque chose que tu dis quand t'es détracteur. Mais moi, je vais le prendre dans l'autre sens en fait. Cette finale où t'alignes Paredes,
Herrera. Attends. Oh, j'ai plus le 11. Attends, il y a Paredes, Herrera. Ah bah Gay. Bah oui, Gay, je suis con. Oui, c'est ça. Bref, bon, dans tous les cas, en fait, là où je veux en venir, c'est que l'idée, c'est pas d'avoir 3 Verratti au milieu, des joueurs ultra talentueux, top classe mondiale. Ok, aujourd'hui on est délabré, donc il faut recruter un joueur de classe mondiale. Mais au-delà de ça, et si tu peux pas, ce qui se comprend, parce qu'aujourd'hui la classe mondiale c'est 120 millions minimum, Chouameni au Real, Bellingham cette année. Si tu peux pas, l'idée c'est de recruter des joueurs fonctionnels qui ont une qualité vraiment où ils excellent dedans et où ils peuvent capitaliser dessus, mais une qualité qui colle avec cet effectif, où aujourd'hui tu dois jouer pour Neymar, Mbappé. Aujourd'hui, tes grandes échéances, tu les joues avec un bloc plutôt bas, qui joue en transition, avec les armes létales devant. Le problème, c'est que le PSG n'a jamais recruté intelligemment ce genre de joueur fonctionnel qu'aurait pu, à un moment donné, être un Milinkovic-Savic. Voilà, quand je dis ce genre de joueur, typiquement, lui, grand, physique, et une qualité sur laquelle il aurait pu capitaliser dans ce PSG, c'est vraiment dans le dernier tiers, sa capacité à centrer de n'importe quelle position, à tirer avec sa frappe lourde, à dribbler, à faire progresser le ballon, à le garder aussi parce qu'il est tonique sur ses appuis. Alors bien sûr, tout ça dépend aussi de sa personnalité, hein, Milinkovic-Savic. Peut-être qu'il serait arrivé dans ce vestiaire et que, à l'instar de Vitinha cette saison, bah, il se serait liquéfié face au Neymar, Mbappé et tout ça. Mais pour moi, sur le papier, c'est typiquement le genre de joueur fonctionnel qu'il nous aurait fallu, qu'il nous faut peut-être aussi aujourd'hui, parce que je crois qu'il lui reste un an de contrat à la Lazio, même si bon, Leonardo n'est plus aux manettes, donc c'est pas la rumeur aujourd'hui, pour cette équipe en fait. La construction n'a jamais été logique. Tu n'as ni recruté de classe mondiale, ni recruté de joueurs fonctionnels. Alors oui, tu vas en finale avec les Herrera et tout ça, mais bon, c'est un format plus Coupe du Monde que Ligue des Champions, hein, ce Final 8. Tourelle a fait avec des brindilles quand même, parce que ces derniers temps, en fait, je me suis refait l'Atalanta, Leipzig, la finale et tout ça, et vraiment, en fait, je regrette complètement ce genre de match abordé avec des idées, en fait. Parce que là, aujourd'hui, avec Galtier et les grandes échéances, c'est compliqué de faire des analyses dessus. Là, la finale, on peut en parler pendant des heures. La demi contre Leipzig avec le rôle d'Ander Herrera dans l'interligne, Paredes à la relance, mais ça contre le Bayern, contre la Juve cette année, on n'a rien vu de tout ça en fait. Bon, pour cet été, on va perdre Messi, ça c'est sûr. Neymar, il y a une rumeur, UOL, média brésilien, donc là ça y est, les médias locaux s'y mettent, qui nous annoncent qu'il y a une volonté réciproque du côté du PSG, tout comme du joueur, de se séparer cet été. Donc là, attention, ça commence à sentir le départ pour Neymar, même si je ne suis pas sûr qu'il réussisse une visite médicale avant le début du mois d'août. Donc se séparer de Verratti, on va se calmer quand même en termes de créativité. Je rappelle qu'hier, sans Marco Verratti, notre match contre 3, c'est pas le même quoi. Hein. Je dis pas qu'on perd ou qu'on fait match nul, mais c'est vraiment, vraiment pas le même. Hein. Vitinha, il marque, très content, mais sans la passe de Verratti, il marque jamais. Tout simplement, c'est la réalité. Et d'ailleurs, les Vitinha russes et tout ça, même la pire saison de Marco Verratti cette année, ils ne la font pas en fait. Au sommet de leur art, ils ne font pas la pire saison de Verratti cette année, Vitinha russe. Ruiz, je mets un petit point d'interrogation, mais Vitinha, j'en suis persuadé, la meilleure saison de sa carrière n'atteindra pas la saison de Marco Verratti. Parce qu'il ne faut pas non plus oublier, par exemple, le match aller que Verratti te sort à Benfica, où il est juste homme du match. Quand Lionel Messi te met un super but, fait un gros match, Neymar pareil, Verratti est homme du match. Voilà. Alors ok, au match retour, il concède un penalty idiot, mais il y a eu aussi des matchs où il a quand même performé. Hein. Au début de saison, il tient la baraque au milieu avec Vitinha. Il fait quand même des performances qui sont absolument extraordinaires, Verratti. Hein. Le meilleur Verratti qu'on ait, enfin, le Verratti normal. Même si bien sûr 2023 son année est vraiment pitoyable, là-dessus on l'a répété en vidéo, pas de problème. Bon, pour moi évidemment il ne faut absolument pas le faire partir, surtout que ce qui me motive encore plus, c'est que dans les informations mercato qui sortent en ce moment, ça parle d'un neuf, d'un ailier droit, d'un attaquant un petit peu mobile, d'un défenseur central à gauche. Alors là, la dernière lubie de Campos, ce serait faire partir Kimpembe. Mais qu'est-ce que tu veux le faire partir cet été, sachant que il va louper la visite médicale en fait. Qui va vouloir le prendre ? Il sort d'une opération. Donc Kimpembe,
Je comprends pas cette logique de le mettre au rayon des départs, sachant que c'est carrément impossible. Prolonge-le d'un an, voilà, sans augmenter son salaire. De toute façon, il peut pas t'en demander tant parce que il sort d'une année sabbatique. Hein. Les tendons d'Achille comme il a fait là, c'est limite autant que les croisés. Donc prolonge-le d'un an, et puis après en 2024, tu verras. Si tu veux le faire partir, bon bah voilà, 40 millions pour acheter un an de contrat, ce sera très bien. Mais là, non, non, c'est pas possible. Cette année, c'est vraiment pas le sujet en fait. Surtout que tout ça au détriment du milieu. Voilà. Alors hier sur Téléfoot, Téléfoot ils ont sorti donc les infos qu'ils ont sur le mercato. Le seul nom qui est pisté au milieu, c'est Kefren Turam. Les autres médias, ils nous parlent de Youssouf Fofana, Manu Koné. Mais on est où là? On va encore hypothéquer le milieu de terrain pour prioriser l'attaque, les ailes. Et franchement, à partir de là, ce serait un mercato qui serait loupé pour moi. Parce que vous savez quoi? Campos, je ne le connais pas personnellement, mais le personnage, on commence un petit peu à le cerner. Hein. Je suis persuadé qu'il se dit que son mercato l'été dernier, qui était vraiment axé sur le milieu, pour le coup, il a vraiment recruté Renato, Soler, Fabien Ruiz-Vitia, il pense que c'est fonctionnel ça. Il pense que ça c'est fonctionnel. J'en suis persuadé. Et que du coup cet été, oui, vas-y, on va faire un gros recrutement pour apporter un petit peu de sang neuf et des qualités différentes, mais on va pas en faire une priorité de ce secteur de jeu. Donc vraiment, si en plus on fait partir Verratti, on va se détendre là, parce que déjà que le projet frôle l'Europa League, j'aimerais pas qu'on finisse en Conference League. Voilà. Parce que vraiment, j'ai jamais été aussi peu serein avant un mercato d'été. Soyons très clairs. Bon bref, José Mourinho, alors selon RMC, Campos a accéléré les négociations, elles sont avancées avec son agent Jorge Mendes qui a ses entrées au PSG, hein, Bichabou, Arenza Emery, Renato Sanchez, Danilo, c'est lui. Le départ de Sarabia, c'est lui à Wolverhampton cet hiver. Mourinho serait intéressé par le PSG et le Real cet été. Avec sa direction à la Roma, ça commence un petit peu à se friter. Moi franchement, je suis pas si optimiste sur en fait l'issue du dossier. Les gens là, je vois beaucoup de gens s'exciter, ça y est, il va arriver, les gens se voient commencer la saison prochaine avec lui. Je suis pas si optimiste que ça en fait. Pour moi, tout fuite dans les médias parce que Campos est derrière, c'est son assurance vie, ce poste d'entraîneur bien évidemment, hein. C'est l'assurance vie de son poste de conseiller sportif à mi-temps avec le Celta Vigo. Et donc il fait fuiter tout ça, mais on n'a pas l'avis du Qatar en fait. Et c'est eux qui ont le dernier mot, qui ont toujours eu le dernier mot, à part l'année dernière avec Galtier, et on a vu le résultat, qui a été pitoyable. Donc pour moi, je ne vois pas comment le Qatar peut laisser autant de marge de manœuvre à Campos cet été. En gros, lui laisser la même marge de manœuvre que l'été dernier. Je ne vois pas comment c'est possible. Et je ne vois pas dans quel monde on doit le faire en fait. Parce que moi, Campos, là aujourd'hui, je le garde pour faire plaisir à Mbappé, mais concrètement, son influence, je préfère que Nasser fasse le mercato, soyons très clairs. Hein. J'ai vraiment pas confiance. Le mec est arrivé au club, il s'est dit, mettre Galtier à la tête de cette équipe, ça va le faire. C'est le plan parfait. Et on veut continuer. Après le mercato d'été dernier, où en plus cet hypocrite est venu sur RMC taper sur Antero Henrique pour au final cet hiver, sans Antero, faire pire. Avec l'histoire, alors je veux bien qu'on me dise c'est Chelsea qui n'a pas envoyé les dossiers à temps pour Ziyech, mais Ziyech, t'attends pas le 30 janvier pour le faire. Tu peux le faire le 20 janvier. Ziyech, il était au placard depuis longtemps là-bas en fait. Il voulait partir depuis longtemps. Pourquoi tu te réveilles le dernier jour? Sarabia 5 millions, alors que cet été on nous expliquait qu'il fallait faire partir Kalimuendo plutôt que lui, sachant que Sarabia avait des offres à la même hauteur que celle de Kalimuendo, si ce n'est plus, après sa belle saison au Sporting. Moi je suis désolé, mais vraiment Campos s'est loupé quasiment, mais vraiment partout en fait. Et donc c'est pour ça que je suis pas très optimiste sur José Mourinho. Le Qatar, mettre une tête brûlée comme José à la tête de cette équipe, ce serait une vraie folie pour eux. Et en fait, de l'autre côté, je me dis que s'ils acceptent Mourinho et laissent la même marge de manœuvre à Campos qu'ils lui ont laissé l'été dernier, ça voudrait dire de l'autre côté qu'ils commencent à délaisser le club. Qu'ils commencent à s'en foutre là, qu'ils sont sur Manchester United très clairement. Hein. Et que là, ils ont recruté le roi du scouting pour faire du PSG, un club satellite de leur nouvelle lubie en Angleterre. Moi, je l'interpréterais comme ça, si Campos a la même marge de manœuvre cet été. Bref, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao les amis, prenez soin de vous.